est-ce que Dieu peut se trouver finalement dans la vaisselle que je fais au quotidien? Est-ce qu'il peut se trouver dans la lessive que je fais au quotidien? Dans la beauté de la désacralisation, d'accepter que le sacré se trouve aussi dans les tâches profanes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je suis pas revenue sur YouTube. Je voulais vous parler des transits à venir. Donc de la semaine du 17 août au dimanche 23 août, on va s'attarder sur les transits majeurs à venir. Qu'est-ce qui va se passer dans le ciel? Vous l'avez peut-être remarqué, c'est une période relativement chargée émotionnellement, psychiquement. On est précisément entre les éclipses. Il s'est passé une grande éclipse le 12 août dans le signe du Lion. Et puis on arrive tout doucement vers la prochaine éclipse qui se passera dans le signe du Poisson. Donc j'aimerais beaucoup investiguer ici, qu'est-ce que ça revêt pour nos psychés, d'habiter ces deux signes, que sont le signe du Lion et le signe du Poisson. Et on le verra, ce sont deux signes qui sont diamétralement opposés. Pour autant, ils nous parlent de la même thématique, du même fond commun. Vous vous direz peut-être, il y a zéro terrain d'entente entre un lion et un poisson. Si, je vous le dis, il y a un gros terrain d'entente entre le lion et le poisson, on en parle juste après. Donc on a eu une éclipse qui était aussi une nouvelle lune dans le signe du lion. Et tout doucement, nous arrivons dans le signe de cette éclipse qui se passera dans le signe du Poisson. Donc déjà, juste pour s'attarder un tout petit peu sur l'éclipse en Lion, qu'est-ce que ça revêt pour nos psychés? Le signe du Lion, il faut savoir que c'est le signe de la souveraineté personnelle, de l'ego, de la conscience personnelle. Donc ici, après, évidemment, ça dépend des aspérités du thème de tout un chacun, mais on était sur une thématique de comment j'assois ma souveraineté dans le monde, comment est-ce que je me rends visible, comment est-ce que j'assois mon authenticité, ma légitimité dans le monde. On était sur ces thématiques-là dans le signe du Lion. Et puis, on arrive tout doucement vers cette éclipse qui sera aussi une pleine lune dans le signe du Poisson. Donc, on est vraiment sur un moment de culmination psychique. Quand on parle de pleine lune, on est sur un moment de révélation, de germination, de gestation très intense psychiquement. Dans le signe du Poisson, donc cette pleine lune adviendra le 28 août et le signe du Poisson nous parle de l'opposé précisément du Lion. On est sur la décompensation, sur l'abdication totale de l'ego, de l'abdication de l'ego face à plus grand que soi, où on se rend compte finalement qu'on n'est qu'une goutte dans l'océan des possibles, qu'on n'est pas si singulier que ça, on appartient à un tout, et puis plus que ça, on appartient à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. Il y a vraiment une position d'humilité dans le signe du Poisson. Je fais un petit aparté, je pratique une astrologie archétypale. Donc l'astrologie archétypale, c'est vraiment s'attacher au grand rouage de la psyché individuelle, collectif. On considère que tous les signes nous appartiennent. Évidemment, je suis Scorpion, ascendant Capricorne, j'ai quand même des particularités. C'est un fait, mais je considère que le signe du Poisson m'appartient, qu'il me parle aussi d'une manière ou d'une autre, pour autant je n'ai pas de placement significatif en Poisson. Donc on est vraiment sur cette perspective-là. Et quand je vous parle du signe du Poisson, on est vraiment sur l'abdication de l'ego, de vraiment, j'adore ce mot en anglais, c'est surrender. Et surrender, c'est abdiquer, d'ailleurs ça vient du français originalement, ça vient de se rendre complètement au grand tout, à l'univers, à Dieu, à quelque chose de plus grand que nous, parce qu'on est dans le dernier signe du zodiaque, donc on est vraiment dans le laisser aller, le lâcher prise complètement. Je sais pas si vous avez la chance d'être entouré de poissons, mais moi j'aime particulièrement ce signe, parce qu'on est vraiment sur un signe qui m'apprend à son contact à être dans le lâcher prise complètement. Il y a une sagesse chez le Poisson que je retrouve chez aucun signe du zodiaque. Mais avant vraiment de parler de ces signes, il y a vraiment aussi quelque chose à comprendre, c'est que quand on est entre deux éclipses, et là on est vraiment dans un moment très très fort, psychiquement, collectivement et individuellement, on est dans un passage, on est presque dans un corridor psychique, où c'est un moment de gestation très très fort. D'autant plus qu'on arrive vers une pleine lune, donc de manière mensuelle, quand on arrive sur une pleine lune, on est sur une gestation psychique très très forte, mais d'autant plus l'éclipse accroît ce moment, cet entre-deux, que je considère comme lumineux. La luminosité, c'est un terme jungien qui vient de Rudolf Otto, qui signifie en fait la rencontre justement avec plus grand que soi. Ces états lumineux, ce sont les moments de la vie où on est vraiment dans un émerveillement et parfois même de terreur de ce qui nous dépasse complètement. Ça peut être des expériences d'altération de la conscience, des états modifiés de conscience qui sont rencontrés parfois pendant les méditations, pendant les transes,
Certaines personnes racontent avoir rencontré ces expériences pendant l'accouchement, pendant vraiment des expériences qui sortent de l'ordinaire. On peut aussi rencontrer ces expériences lumineuses dans les états de flow, de créativité par exemple. Si ça vous est déjà arrivé de créer quelque chose, de peindre, d'écrire, et puis on est vraiment dans cet état de flow où on sort un peu de soi, eh bien ça peut être aussi des états lumineux. Et quand on est entre deux éclipses, on considère, depuis une perspective analytique, qu'on se trouve dans un passage lumineux, un passage liminal entre deux étapes très très forts. On est vraiment presque dans la grossesse tardive, en fait, le moment de la gestation où on va arriver à la délivrance. Mais ça peut être particulièrement inconfortable pour certains d'entre nous, évidemment. Si on est inconfortable avec ces moments psychiquement chargés, émotionnellement chargés, si on tend, ce qui m'arrive très fréquemment, à vouloir élaguer les émotions difficiles, à vouloir les mettre de côté, à pas vouloir les reconnaître, ça peut être particulièrement inconfortable ces moments. Parce que la pleine lune, et d'autant plus une éclipse, nous demande, en Poisson d'autant plus, nous demande de nous confronter au matériel psychique. Parce que le Poisson, c'est un signe d'eau par excellence, donc ça nous parle des émotions. L'eau, ce sont toujours les émotions. Et d'autant plus, en Poisson, on est dans la quintessence émotionnelle, du flow émotionnel, du chaos émotionnel représenté par le Poisson et par Neptune. Quand on est dans le signe du Poisson, on est aussi dans la porosité des frontières. La porosité des frontières entre soi et l'autre, puisqu'on est dans le grand bain de l'inconscient, de la gestation, de la félicité universelle, on n'a plus vraiment de conscience d'être soi. Ça peut être difficile d'établir des barrières entre soi et les autres, de les percevoir parfaitement. Pour autant, le maître de cette éclipse, qui est Neptune, se trouve en ce moment en Bélier. On a une forme de dichotomie parce que le Bélier veut établir des frontières entre soi et les autres. C'est vraiment son rôle premier au Bélier, c'est de mettre des barrières, de se séparer du joug du collectif. Donc on peut avoir cette tension intérieure, d'autant plus qu'on a traversé d'abord cette éclipse en Lion qui nous parlait d'affirmation de l'individualité, de vraiment se présenter au monde en disant « je suis singulier, j'ai quelque chose à proposer », et puis bam, tout d'un coup, l'éclipse en Poisson, c'est ascenseur émotionnel, ça nous parle de tout l'inverse, de finalement, tu sais quoi, c'est pas très important parce que on appartient au tout, et puis la spiritualité est plus importante, cette affaire d'ego est vraiment moindre et finalement très superficielle. Donc on peut avoir ces deux parties en nous qui cohabitent et qui vont dialoguer entre elles dans ce passage liminal entre les éclipses. Mais ce qui est très intéressant en termes jungiens, c'est que grâce à cette éclipse en Lion, on a pu d'abord revisiter son ego. Et il y a quelque chose de très important depuis une perspective jungienne, c'est que pour aller vers plus grand que soi, vers des expériences spirituelles lumineuses très fortes, il faut d'abord construire un contenant assez solide. Et un contenant assez solide dans la psychologie jungienne, c'est construire un ego assez solide. C'est pour ça que la première partie de la vie, de manière symbolique, s'attache à construire un ego suffisamment solide dans le monde. Et après, il s'agit justement de s'en défaire. Et d'ailleurs, ce mouvement est magnifiquement représenté par la roue du zodiaque, par les maisons du zodiaque. Dans la partie inférieure du zodiaque, on a vraiment la maison 1 à 6 qui s'attache à construire un ego dans le monde, donc les possessions matérielles, la communication, la fratrie, le foyer, les hobbies, etc., les routines du quotidien, le travail, et puis bam, dans la maison 7, on va rencontrer l'altérité, et puis peu à peu, on va s'attacher dans les dernières maisons à abdiquer complètement cette individualité. Mais pour autant, il faut avoir au préalable construit un ego. Et le lion nous a permis ça. Je ne sais pas ce que vous avez vécu précisément en éclipse en lion, mais on a cette thématique commune d'avoir construit un ego suffisamment solide. On a pu revisiter ce qui était important pour nous. Parce que l'éclipse en lion, c'était régi par le soleil, et le soleil nous dit toujours qu'est-ce qui est important pour toi. En fait, c'est la signification de son existence qui donne un sens à la vie. Le fait de se dire, voilà, je suis fait pour ça. Du moins, pendant cette période de ma vie, à cette saison de ma vie, je suis fait pour ça. Et on sent que évidemment, c'est une question existentielle, fondamentale, que je me pose à peu près tous les jours de mon existence, parce que l'être humain ne peut pas survivre sans avoir une forme de réponse à cette question. Et d'ailleurs, les moments où on est complètement désemparé et complètement perdu, c'est souvent qu'on ne sait plus précisément pourquoi on est fait, à quel dessein se destine notre vie, etc. Et
Je pense toutefois que c'est une question assez occidentale. J'aimerais ici me référer à la biographie de Carl Jung qui s'appelle Ma vie. Et dans cette biographie, il explique que quand il était plus jeune, il a beaucoup voyagé. Parce qu'il était très intéressé par les cosmogonies du monde entier, les mythologies du monde entier. Le grand dessein de sa vie, justement, c'était de comparer les mythologies du monde entier pour déceler les archétypes communs, les archétypes universels. Et il est allé à la rencontre de peuples autochtones, peuples d'Amérique du Sud, je crois. Il est allé à la rencontre d'un de ces peuples. Et le leader d'un de ces peuples va à sa rencontre, et donc ils ont une discussion. Et Carl Jung lui demande « Pourquoi est-ce que vous vénérez le soleil ? Je vous vois faire des rituels tous les jours pour remercier le soleil et le vénérer. » Et cette personne lui répond « Nous vénérons le soleil parce que le soleil, tous les jours, dans sa grandeur, dans sa magnificence, se montre à nous. Et nous pourvoit en lumière et donc en vie. Le soleil, c'est la vie, c'est notre Père. Il n'y a rien de plus concret pour nous que de prier le soleil, le remercier parce que peut-être qu'un jour, il ne se montrera plus si nous ne le remercions pas. D'ailleurs, sans doute que l'éclipse est une manifestation claire et nette que le soleil peut s'éclipser précisément un jour. Et en revanche, en retour, cette personne, le leader de ce peuple, demande à Carl Jung « Mais moi j'ai une question, en revanche, je dois te dire que je ne comprends pas ce que vous cherchez. Quand vous arrivez sur nos terres, donc vous les Occidentaux, vous avez quelque chose d'effrayant dans le regard, d'absolument terrifiant, parce qu'il semble que vous cherchiez quelque chose sans jamais le trouver. Vous êtes toujours à la recherche de quelque chose, en quête de quelque chose, il y a une forme d'avidité très forte chez vous, mais vous ne savez même pas ce que vous cherchez. » Et ça m'a beaucoup marqué, et je dois dire que j'y pense très souvent. Parce que, oui, effectivement, qu'est-ce qu'on cherche ? On pourrait se le demander, je perçois totalement ce que cette personne a voulu dire, et je le vois précisément chez moi. C'est quoi, en fait, cette quête de succès, d'avidité, de succès, d'argent, de reconnaissance sociale, c'est très, très étrange en fait, qu'est-ce qu'on cherche. Et je trouve que toute cette réflexion-là nous mène aussi à la place qu'a pris l'homme dans le monde et la désacralisation totale de la nature, le fait même de cesser de remercier la nature, le soleil, nous a placé nous-mêmes, l'humain, au centre de l'univers en élaguant complètement le rôle de la nature et le fait que la nature a un rôle déterminant sur la condition de nos existences. Et je trouvais cette anecdote particulièrement éloquente pour illustrer le rôle du soleil, le rôle du lion et aussi le rôle du Verseau à son opposé. Parce que quand on parle d'un signe, on parle toujours de son opposé. Le lion et le Verseau sont opposés et ils nous parlent à la fois de devenir quelqu'un dans le monde, d'être un individu, de placer l'homme au centre de l'univers et à son opposé d'accepter de n'être personne et d'en vérité d'être assez peu important dans le grand schéma des choses. Donc je vous disais plutôt que le lion et le poisson ne parlent pas du tout de la même chose. On parle d'individualité avec le lion et d'abdication complète de l'individualité avec le poisson. Pour autant, on a quand même un fond commun. Le fond commun, c'est le divin et le lumineux, parce qu'il est quand même présent dans le lion. Pour moi, le lion se réfère beaucoup à l'archétype de l'enfant divin. L'enfant divin, c'est cette part en nous qui souhaite se connecter à une forme d'émerveillement, de créativité, de joie infinie qui est complètement détachée de la validation sociale, contrairement à ce qu'on peut croire. Quand on parle du lion, on parle beaucoup de validation sociale, de reconnaissance sociale, mais en vérité, le lion a une telle joie qui émane du cœur, l'organe créateur, l'organe qui régit le lion, qu'elle ne peut dépendre de la validation extérieure. C'est impossible, c'est une joie qui est bien au-delà de ça, qui émane directement de Dieu, de l'univers, du divin. Donc on a quand même ce fond commun entre le lion et le poisson, donc on a des éclipses qui nous parlent quand même du divin, je trouve, du spirituel, du lumineux. On est dans quelque chose de l'ordre de... Il peut y avoir des épiphanies très très grandes en fait, on n'est pas sur quelque chose de prosaïque. Pour autant, comme le ciel nous propose toujours des opposés et des contradictions, il le faut bien, eh bien, le 23 août, le dimanche 23 août, le soleil arrive dans le signe de la Vierge. Et c'est tant mieux parce que en ce moment, il n'y a absolument aucune planète en signe de terre. Donc on peut être justement très chargé psychiquement, on peut être très chargé émotionnellement, plein de stamina, de vitalité, d'énergie psychique libidinale, mais on n'a rien pour redescendre sur Terre.
La terre, c'est fondamental en termes d'éléments parce que ça nous fait nous reposer précisément sur la terre, être en connexion avec la terre littéralement, donc toutes les thématiques d'écologie qui sont extrêmement importantes en ce moment sont véhiculées par l'élément de la terre, et puis surtout ça nous permet d'être en connexion avec le corps, et ça c'est fondamental. C'est fondamental, je vous disais, pour vivre des expériences lumineuses, il faut construire un ego suffisamment solide et surtout habiter son corps, sinon on peut complètement partir très 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 loin. Donc on a le signe le plus merveilleux pour ça en réalité, pour revenir dans la terre et dans le corps, et c'est la Vierge. Parce que la Vierge nous propose une conclusion magnifique, à la fois du lion et du poisson, je trouve. C'est comme une équation parfaite. Et j'adore l'astrologie pour ça, parce que la Vierge nous propose de revenir au corps, de revenir au rythme de la vie. C'est un signe extrêmement féminin de revenir à la cyclicité de la vie, aux routines de la vie. Et vous l'entendez peut-être, je parle de la Vierge et mon rythme ralenti. C'est une invitation à revenir au rythme juste, au rythme du corps. Et le rythme du corps, c'est pas celui de l'ego, et c'est pas non plus celui de la spiritualité, c'est le rythme de l'acceptation terrestre, matériel du corps, c'est la matière. D'autant plus que la Vierge nous propose autre chose de très intéressant, c'est le rôle de la distinction, du tri. Son rôle, c'est de trier les choses. Tout n'est pas bon à prendre, parce que la Vierge est le signe opposé au Poisson. Le Poisson est dans l'acceptation totale de toutes les polarités, de tout ce qui peut être. C'est un signe christique par excellence. Pour autant, la Vierge à son opposé nous dit, écoute, on ne peut pas tout prendre, on ne peut pas tout accepter, ce n'est pas possible. C'est un organe de tri, littéralement, comme le foie, comme les reins. La Vierge nous dit, je ne peux pas tout prendre, je ne peux pas tout accepter, pour ça il va falloir effectuer un tri. Les poissons donnent l'expérience de la vie, mais la Vierge lui donne une forme terrestre, matérielle et concrète. Grâce à la Vierge, on redescend dans le corps, dans la matière et aussi dans le petit rouage du quotidien. Parce que la Vierge, pour elle, il n'y a pas plus sacré finalement que de redescendre dans la vie quotidienne, dans nos routines, dans ce qui compose la discipline de la vie. À quoi on attache de la discipline. Mais plus que ça, plus que de la discipline, c'est de la dévotion. C'est vraiment la dévotion de la prière quotidienne, du sport quotidien, d'être en dévotion par rapport à son corps, par rapport à son travail. Paradoxalement, la Vierge, on en fait souvent un signe très prosaïque, très concret, perfectionniste, le détail, etc. Mais pour elle, c'est un moyen aussi de rendre hommage, de vénérer le sacré. La Vierge, c'est justement ce rythme quotidien presque qui devient une prière incantatoire, de dévotion quotidienne. Avec la Vierge, on ne parle pas de discipline, mais vraiment de dévotion. À quoi êtes-vous en dévotion dans vos vies? Regardez la maison que régit le signe de la Vierge dans vos vies, ça peut être extrêmement intéressant de voir ça. Au-delà de ça, si on parle de saison, parce qu'on sort de la saison du Lion pour arriver dans le signe de la Vierge, donc la saison du Lion nous a peut-être déclenché en termes de, voilà, j'ai envie de prendre de la place, j'ai envie d'être perçue autrement, j'ai envie qu'on me perçoive autrement, je me rends compte que la place que j'ai prise dans le monde ne me convient pas, il va falloir que j'altère des choses, mais comment, etc. La Vierge, justement, nous propose le fonctionnement, le plan, pour accomplir la vocation du soleil, tout simplement. Donc la Vierge va nous inviter à nous poser des questions. Quelles pratiques on va mettre en place? Quelle discipline? Quel geste? Quelle forme concrète ça va prendre pour accomplir ces objectifs? Donc on part de l'épiphanie de la saison du soleil. La saison du soleil avec cette éclipse, je pense, nous a donné énormément d'épiphanie sur nos vies, sur la grande destinée de nos vies. Pas vraiment des petits objectifs, mais vraiment des grands objectifs de vie, de là où on souhaite être précisément dans quelques années. Donc le Lion reçoit la vision, mais la Vierge reçoit la tâche. C'est elle qui doit mettre en place les choses précisément. La Vierge, c'est l'atelier du zodiaque, c'est l'endroit où on va s'attacher à la forme, et plus encore, on va y prendre du plaisir à s'attacher à la forme. Et l'histoire de la Vierge est parfaitement illustrée par Psyché dans la mythologie grecque. Psyché, elle rencontre Eros et elle a vraiment un coup de foudre absolu pour Eros, mais le problème c'est que Aphrodite va lui soumettre des tâches à accomplir pour lui mettre des bâtons dans les roues tout simplement,
Et la première tâche, c'est de trier des graines. Une immense montagne de graines mélangées qu'elle doit trier. Donc le rôle de la Vierge, c'est vraiment de séparer, de distinguer, de classer et aussi de recommencer. Ça me fait penser aussi à ces moines bouddhistes qui font des mandalas sur le sable magnifiques, absolument des œuvres d'art à proprement parler, et qui finissent par complètement effacer ces œuvres parce que la beauté de ce geste, c'est justement d'accepter que cette beauté soit éphémère et qu'il faille recommencer et que finalement la beauté se trouve dans le processus plutôt que dans le résultat final. Et de manière beaucoup plus concrète, personnellement, moi j'adore ce qui fait mon quotidien. Je suis tombée en amour avec la routine de mon quotidien et d'ailleurs je la change très, très souvent. Mais je trouve que cette routine, c'est ce qui fait la beauté de mon quotidien, le fait d'accomplir ces gestes, même le ménage, le tri, les lessives, etc. Il y a quelque chose de très beau. On n'est pas obligé de méditer tout seul sur une montagne tous les jours. On peut très bien méditer en effectuant ces tâches quotidiennes. Il ne s'agit pas de complètement séparer le sacré du profane, mais d'intégrer les deux, d'intégrer le spirituel à nos tâches quotidiennes. C'est vraiment le rôle de la Vierge. Finalement, la conclusion de tout ça, c'est peut-être que les éclipses nous ont mis face à ces expériences lumineuses, ces expériences spirituelles incroyables, le divin, parce que l'éclipse, forcément, c'est quelque chose de si fantastique qu'on ne peut que se dire qu'il y a plus grand que soi. Et finalement, on peut s'attacher très vite à se dire, bah voilà, je dois attendre des expériences exceptionnelles comme l'éclipse pour vivre ces moments-là. Et mon quotidien est dénué de sens. Mais la Vierge nous propose autre chose. La Vierge nous demande, est-ce que Dieu peut se trouver finalement dans la vaisselle que je fais au quotidien? Est-ce qu'il peut se trouver dans la lessive que je fais au quotidien? Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la désacralisation, mais dans la beauté de la désacralisation, d'accepter que le sacré se trouve aussi dans les tâches profanes. La conclusion de cette semaine, c'est que le lion nous a donné la lumière, vraiment la vocation, l'épiphanie léonine. La Vierge nous donne le contenant, le corps, un ego suffisamment stable pour recevoir le divin, et le poisson nous demandera de descendre avec lui jusqu'à l'océan. Et j'adore ce qui est en train de se passer. Je trouve que c'est super beau. Je le dis pas souvent parce qu'il y a des transits, voilà, il y a toujours des transits un peu compliqués dans le ciel, on va pas se mentir. Mais je trouve que le grand mouvement archétypal de ces positions planétaires sont magnifiques. Il y a une narration derrière tout ça que je trouve absolument somptueuse. Et je voulais le partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les transits. Et si vous êtes intéressé par cette manière un peu singulière de pratiquer l'astrologie, je vous invite à rejoindre mon espace qui s'appelle La Bibliothèque. Dedans, vous trouverez toutes mes formations. Il y a Psyché qui parle de l'astrologie jungienne et House of Her qui parle d'une astrologie féminine et somatique. Et puis aussi toutes les masterclass et une communauté d'astrologues, de passionnés de l'astrologie, de passionnés du symbole qui interagissent. C'est un espace fabuleux dont je suis très fière, donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à nous rejoindre et sinon je vous retrouve très bientôt ici.